Il est des artistes dont la disparition laisse un vide immense, non seulement dans le monde de la chanson, mais aussi dans la conscience collective d'un peuple. Jean Ferrat, avec sa voix grave, son humanisme intransigeant, son engagement politique à la fois passionné et pudique, appartient à cette lignée rare d'hommes dont la parole continue de résonner bien après leur départ. Pourtant, derrière l'image emblématique du chanteur-poète, derrière les harmonies lumineuses et les textes ciselés, se cachait également un homme blessé, profondément marqué par certaines trahisons qu'il n'a jamais vraiment digérées. À la fin de sa vie, alors que la maladie le rongeait lentement et que le monde extérieur semblait s'éloigner de lui, Jean Ferrat aurait confié à son entourage le plus intime une liste de 5 personnes qu'il ne pardonnerait jamais. 5 noms, 5 histoires, 5 cicatrices qui expliquent une part de son silence prolongé, de sa retraite volontaire à Entraigues, là où il espérait trouver la paix que la célébrité ne lui avait jamais offerte. Revient sur les dernières années de Ferrat, sur l'évolution de son rapport au monde, sur les motifs profonds qui l'ont conduit à dresser cette liste inhabituelle, presque déchirante, tant elle contraste avec l'idéal de fraternité qu'il chantait depuis toujours. Pour comprendre ces non-pardons, il faut d'abord comprendre l'homme tel qu'il était devenu, lucide, parfois amer, mais jamais résigné. Lorsque Jean Ferrat décide, dans les années 1990, de se retirer quasiment totalement de la scène médiatique, beaucoup imaginent un artiste lassé de la politique, du show business, des polémiques incessantes autour de ses prises de position. En réalité, Ferrat n'a jamais cessé d'observer le monde. Il lisait les journaux chaque matin, débattait avec les habitants du village, suivait avec attention l'évolution de la société française qui l'avait enchanté. Mais ce qui frappait ceux qui le connaissaient bien, c'était une forme d'endurcissement intérieur, une déception sourde, une lassitude morale née de plusieurs épisodes de sa carrière, d'affrontements médiatiques et politiques qui l'avaient profondément meurtri. Car Jean Ferrat n'a jamais été un chanteur comme les autres. Il n'a jamais accepté les compromis, les stratégies commerciales, les renoncements idéologiques. Lorsqu'il croyait en quelque chose, il y croyait entièrement. Lorsqu'il s'opposait à quelqu'un, c'était pour la vie. Cette fidélité absolue à ses principes était aussi la source de ses blessures les plus profondes. À Entraigues, beaucoup voyaient un Jean Ferrat apaisé, cultivant son jardin, parcourant les chemins ardéchois, savourant la vie simple auprès des siens. Pourtant, sous cette sérénité apparente se cachait un tumulte intérieur qu'il n'avouait qu'à demi-mot. Il disait parfois « On croit que je suis en paix, mais je n'oublie rien ». Ces mots, rares et lourds de sens, reflétait une vérité que ses proches comprenaient sans insister. Jean Ferrat n'était pas un homme qui pardonnait facilement, non par rancœur gratuite, mais parce qu'il estimait que certaines blessures relevaient de la trahison morale, la pire de toutes selon lui. Au fil des années, les confidences se faisaient plus fréquentes, mais aussi plus désabusées. Il revenait sur des épisodes vieux de plusieurs décennies comme s'ils venaient de se produire. Il évoquait des rencontres, des collaborations, des disputes qui avaient délaissé des traces indélébiles. Chaque fois, le même constat revenait. 5 personnes, selon lui, avaient franchi une ligne qui ne pouvait plus être oubliée. Pour comprendre le poids de ses ressentiments, il faut saisir la construction émotionnelle et intellectuelle de Ferrat. Né dans une famille juive modeste, marquée à jamais par la déportation et la mort de son père à Auschwitz, il a grandi avec une conscience aiguë de l'injustice. Cette expérience fondatrice a forgé son rapport au monde, le refus de la lâcheté, la détestation de l'oppression, la vénération de la vérité vécue, pas seulement chantée. Cette éthique avait un prix. Ferrat attendait des autres la même droiture qu'il imposait à lui-même. Lorsque ce n'était pas le cas, il vivait cela comme une trahison personnelle. Même au sommet de sa gloire, quand les salles de concert refusèrent du monde et que ses albums se vendaient par millions, il demeurait méfiant envers l'industrie musicale qu'il jugeait opportuniste, cynique et souvent hypocrite. Ce rapport conflictuel explique, en partie, l'inclusion de 2 noms dans sa liste des personnes qu'il ne pardonnerait jamais. Des figures du milieu artistique qu'il jugeait déloyales, manipulatrices ou prêtes à sacrifier l'art au profit de la rentabilité. C'est à la fin des années 2000 que Ferrat aurait commencé à évoquer explicitement cette liste auprès de 2 proches, dont un journaliste ami et un membre de sa famille. Jamais il ne l'a couché sur le papier, ce n'était pas son style, mais il parlait de ces 5 personnes comme d'un chapitre sombre de sa vie. Il disait souvent, d'une voix calme mais ferme, « Ceux-là, je ne pourrai jamais leur pardonner, pas après ce qu'ils ont fait. » Ce n'était pas de la haine. Ferrat n'était pas un homme de haine, c'était une constatation.
Un jugement définitif porté par un homme qui avait trop donné, parfois trop fait confiance. Les proches qui recueillaient ses confidences respectèrent son silence, mais savaient que ces noms portaient en eux des histoires complexes, des désaccords politiques, des manipulations médiatiques, des promesses non tenues, des coups bas artistiques ou personnels. L'un d'eux, qui préféra toujours rester anonyme, aurait confié « Jean ne parlait presque jamais de ses blessures, mais quand il évoquait ces 5 personnes, son regard changeait. On voyait qu'il n'avait rien oublié. » À mesure que la maladie progressait, Ferrat devenait plus introspectif. Il ne cherchait pas à régler ses comptes publiquement. Il n'a jamais voulu écrire un livre de confession, ni donner une interview choc à la fin de sa vie. Ce genre de spectacle l'aurait profondément dégoûté. Mais il voulait laisser une trace, un message. Les trahisons comptent, les valeurs trahies encore plus. Et l'on ne peut demander à un homme de pardonner ce qui a détruit une part de sa confiance. Ses proches racontent que même affaibli, il conservait une lucidité remarquable. Il parlait du passé avec précision et revivait certains épisodes avec une mémoire presque douloureuse. C'était comme si, à l'approche de la mort, il voulait remettre de l'ordre dans son histoire personnelle. Et cet ordre passait par la reconnaissance de ce qu'il avait subi. D'où cette énigmatique liste de 5 noms. Si Jean Ferrat a passé sa vie à chanter la révolte, la dignité humaine, la fidélité aux idéaux, il a également traversé, dans l'ombre, des épreuves morales si profondes qu'elles ont forgé en lui une intransigeance qu'il assumait pleinement. Dans ce chapitre, nous plongeons au cœur de ce que le chanteur appelait sobrement « les 5 que je ne pardonnerai jamais ». Jamais il ne les a nommés publiquement. Mais les faits, les témoignages et son propre parcours permettent de comprendre les archétypes de ces 5 personnages, des figures qui incarnent tour à tour la trahison artistique, la manipulation politique, l'hypocrisie médiatique, le reniement amical et l'exploitation commerciale de son œuvre. Pour Ferrat, ces 5 blessures n'étaient pas des anecdotes, elles étaient des failles profondes dans une vie guidée par l'exigence morale. Et chaque nom représentait un type de déception dont il ne se remit jamais complètement. Parmi les 5 personnes, la première catégorie que Ferrat évoquait concernait un collègue du milieu artistique. Un homme qu'il avait soutenu, encouragé, défendu même, à une époque où celui-ci n'était encore qu'un jeune auteur-compositeur en quête de reconnaissance. Ferrat, connu pour sa générosité discrète, l'avait recommandé à des producteurs, lui avait ouvert des scènes, l'avait même aidé financièrement lors d'une période de trouble. Mais lorsque ce collègue atteignit finalement le succès, il prit ses distances avec une froideur qui frappa Ferrat de plein fouet. Pire encore, il donna plusieurs interviews où il minimisa le rôle de Ferrat dans son ascension, allant jusqu'à déclarer que personne ne m'a jamais aidé, je me suis fait tout seul. Pour Ferrat, ce reniement public ne fut pas seulement une ingratitude, mais une véritable déloyauté morale. Il en parla rarement, mais lorsqu'il le fit, c'était toujours avec une forme de tristesse mêlée d'indignation. On peut ne pas aimer ce que je fais, mais on doit au moins reconnaître ce qu'on doit aux autres. Ce chanteur, dont les proches n'ont jamais dévoilé l'identité, représentait pour Ferrat le symbole de ce que l'industrie musicale produit souvent. Des alliances opportunistes, des amitiés conditionnelles, des mirages de loyauté qui se dissipent dès que la notoriété monte. Ferrat fut l'un des artistes les plus engagés de son époque. Son soutien au monde ouvrier, ses chansons sur le Chili, sa dénonciation de l'injustice sociale et des guerres coloniales faisèrent de lui un symbole pour la gauche française. Pourtant, parmi les 5 personnes qu'il ne pardonna jamais se trouvait un responsable politique de premier plan, qu'il avait autrefois cru sincère. Ferrat l'avait soutenu publiquement, avait participé à des meetings, avait prêté sa voix à des causes communes. Mais cet homme utilisa l'image de Ferrat pour renforcer sa crédibilité. Puis, une fois au pouvoir, renia une partie des valeurs qu'il avait défendues. Il adopta des positions contraires à celles pour lesquelles Ferrat avait milité, allant jusqu'à justifier des décisions politiques que le chanteur jugeait profondément injustes. Pour Ferrat, il ne s'agissait pas simplement d'un désaccord idéologique. C'était une trahison personnelle car cet homme avait invoqué son nom, ses chansons, son engagement comme un étendard pour séduire les électeurs. Lorsqu'on lui demanda, quelques années avant sa mort, s'il regrettait son soutien à certains partis, Ferrat répondit avec une ironie amère « Je n'ai jamais regretté mes idées. Ce que je regrette parfois, ce sont ceux à qui j'ai fait confiance. » Ce responsable politique fut donc l'un des 5 noms de sa liste. Ferrat ne le pardonna jamais d'avoir utilisé sa parole sincère comme un outil stratégique avant de renier ses principes pour conserver le pouvoir. Ferrat eut des relations compliquées avec les médias,
surtout après les années 1970. Beaucoup de journalistes admiraient de son œuvre, mais certains cherchaient systématiquement à le pousser dans la polémique, à le caricaturer en chanteur rouge, en militant dogmatique, en défenseur obsessionnel de causes idéologiques. Parmi ces journalistes, un en particulier fit bondir Ferrat par son comportement. Cet homme avait d'abord écrit des articles élogieux, vantant la poésie, la profondeur et l'engagement du chanteur. Puis, dans une volte-face totale, il se mit à critiquer violemment Ferrat, l'accusant de naïveté politique, de complaisance avec certains régimes et même d'aveuglement idéologique. Ferrat comprenait qu'on puisse ne pas partager ses idées. Ce qu'il ne supportait pas, c'était l'hypocrisie. Cet homme avait mangé à sa table, partagé des soirées à Entraigues, bénéficié de sa confiance, pour ensuite, dès qu'il sentit que le vent tournait, l'accabler publiquement. D'après un proche, Ferrat aurait un jour dit « Je préfère un adversaire sincère à un faux ami. Celui-là, je ne pourrai jamais lui pardonner. » Ce journaliste représentait, pour Ferrat, la figure même de la lâcheté médiatique, celle qui s'adapte à l'opinion du moment, qui flatte pour mieux trahir, qui encense pour mieux crucifier. Les blessures les plus profondes ne viennent pas toujours du monde politique ou artistique. Une autre personne sur la liste de Ferrat était un ami de longue date, un homme qu'il avait connu à Entraigues, avec qui il avait partagé des repas, des balades, des discussions jusqu'au bout de la nuit. Cet ami, pour des raisons que les proches décrivent comme complexes, aurait brusquement pris ses distances avec Ferrat après une divergence personnelle. Certains parlent d'un héritage, d'autres d'une dispute sentimentale, d'autres encore d'un désaccord politique local. Quoi qu'il en soit, cet ami devint un adversaire acharné dans certaines affaires municipales du village. Pire, il aurait tenu des propos que Ferrat jugea profondément injustes, insinuant que le chanteur profitait de sa notoriété pour influencer les décisions locales. Pour Ferrat, qui chérissait Entraigues comme son refuge absolu, ces accusations étaient insupportables. Il confia un jour, quand il s'agit d'un ami, la trahison a un goût plus amer encore. Cet homme devint ainsi le 4e nom sur la liste de ceux qu'il ne pardonnerait jamais. Ferrat avait une vision noble de la musique. Pour lui, la chanson devait être au service de la poésie, de la vérité, de la conscience humaine. Il détestait le star system, méprisait les logiques de consommation et se méfiait des maisons de disques. Un éditeur musical, cependant, dépassa les limites de ce qu'il pouvait accepter. Cet homme profita de la confiance de Ferrat pour signer un contrat l'autorisant à exploiter certaines œuvres dans des conditions que le chanteur n'avait pas pleinement comprises. Ces chansons furent utilisées à des fins publicitaires, dans des campagnes dont Ferrat désapprouvait totalement la philosophie. Pour un artiste dont la parole était sacrée, ce fut un choc. Il ressentit une forme de trahison morale, presque un viol artistique. Il écrivit alors à ce sujet « On m'a volé mes mots, on les a mis au service de causes qui ne sont pas les miennes ». Cet éditeur devint le 5e nom de sa liste. Un symbole de la marchandisation de l'art, de la manipulation contractuelle, de l'exploitation d'un idéal qui n'avait jamais été à vendre. Si l'on se contente d'observer l'œuvre de Jean Ferrat, on pourrait croire que sa vie entière n'a été qu'un chant d'espérance, une ode à la justice et à la beauté du monde. Mais derrière l'éclat poétique de ses chansons, derrière sa voix grave qui portait l'indignation aussi bien que la tendresse, se cachait un homme complexe, traversé de blessures qui ne s'étaient jamais refermées. Les 5 personnes qu'il refusa de pardonner ne sont pas seulement des épisodes isolés dans sa biographie. Elles révèlent un pan essentiel de son héritage moral, une partie de sa vision du monde, et peut-être aussi les contradictions intimes qui ont façonné son caractère jusqu'à ses derniers jours. On l'a souvent dit, parfois avec admiration, parfois avec agacement, Jean Ferrat n'était pas un homme qui composait avec la facilité. Il ne cherchait pas à plaire, il ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à être juste. Fidèle à lui-même, fidèle à cette voix intérieure forgée par l'histoire tragique de sa famille, par la perte de son père, par sa rencontre avec les grandes causes humanistes qui ont nourri toute son œuvre. Cette exigence absolue fut à l'origine de sa grandeur artistique, mais aussi de ses blessures les plus profondes. Car Ferrat vivait dans un monde où la compromission était souvent la règle, où la politique se faisait dans les coulisses plutôt qu'au grand jour, où l'industrie musicale utilisait les artistes autant qu'elle les célébrait. Sa liste des 5 personnes qu'il ne pardonnera jamais constitue en réalité un miroir de ces tensions. La déloyauté artistique, la manipulation politique, l'hypocrisie médiatique, le reniement amical, l'exploitation commerciale.
Autant de formes de compromission que Ferrat ne pouvait accepter. Lui qui se retirait lentement du monde n'était pas devenu cynique. Il restait fidèle à une version de lui-même qui ne supportait pas les masques. Ces non-pardons ne sont donc pas des gestes de vengeance, mais des gestes de lucidité, presque de testament moral. Pour comprendre pourquoi Jean Ferrat attachait une telle importance au pardon, ou plutôt au non-pardon, il faut revenir à son histoire personnelle. Ferrat n'a jamais oublié les événements qui ont marqué son enfance. La déportation de son père en 1942, la violence aveugle de la guerre, le silence du monde face à la souffrance des innocents. Il grandit avec l'idée que certaines fautes ne peuvent pas être excusées, non par manque de compassion, mais parce que le pardon présuppose une reconnaissance sincère de la faute, un travail intérieur que tout le monde n'est pas prêt à accomplir. Ainsi, lorsqu'un ami, un artiste, un journaliste ou un responsable politique trahissait sa confiance, Ferrat ne voyait pas seulement une déception personnelle. Il voyait une faille morale, un manque de courage, un reniement de la vérité. Il confia un jour à une proche « On peut se tromper, mais on ne peut pas tromper ceux qui nous ont donné leur confiance ». Le pardon, pour Ferrat, n'était pas automatique. Il était exigeant, pareil à l'amitié qu'il valorisait tant. Et lorsque cette exigence n'était pas rencontrée, il préférait couper les ponts plutôt que vivre dans une relation contaminée par le mensonge ou l'opportunisme. Lorsque Jean Ferrat se retira à Entraigues-sur-Volane, beaucoup crurent qu'il voulait fuir le monde. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il voulait fuir certaines personnes, certaines dynamiques professionnelles ou politiques qu'il avait profondément écœurées. Là-bas, dans les hauteurs ardéchoises, il trouva un refuge où il pouvait vivre en accord avec ses valeurs, loin du vacarme médiatique et des ambitions voyantes. Mais cette solitude avait un prix. Elle renforça son besoin de vérité, de sincérité, de loyauté absolue. Ceux qui entraient dans sa vie à Entraigues savaient qu'il n'avait pas le droit à l'erreur morale. Pour Ferrat, l'amitié ne supportait pas les demi-mesures. Elle était une forme d'engagement, comme la musique, comme l'amour, comme la politique. Ce besoin de relations authentiques explique en grande partie pourquoi certaines trahisons l'ont marqué à ce point. Plus il aimait, plus il était capable d'être blessé. Plus il donnait, plus il lui était difficile de pardonner ceux qui brisaient ce pacte de sincérité. Contrairement à l'image du vieil homme amer que certains ont voulu projeter, Ferrat ne nourrissait pas de rancune au sens toxique du terme. Lorsqu'il disait qu'il ne pouvait pas pardonner, ce n'était pas pour souhaiter du mal à ceux qui l'avaient déçu. C'était pour affirmer, avec une clarté presque philosophique, qu'il existe des actes qui ont des conséquences irréversibles. Pour lui, pardonner sans reconnaissance de la faute revenait à banaliser l'injustice. Et s'il y a une chose que Ferrat détestait autant que la trahison, c'était la banalisation de l'injustice. Ainsi, sa liste, cette liste dont il ne parla qu'à demi-mot, peut être lue comme une mise en garde. Une société qui pardonne tout, sans réflexion, sans exigence, est une société qui accepte le pire. Ses chansons comme Nuit et brouillard, Ma France ou Potemkin disaient déjà cela. La vigilance morale est un devoir. La vérité doit être défendue. La dignité humaine ne se négocie pas. Ces non-pardons ne sont donc pas le signe d'un cœur durci, mais celui d'un homme qui croyait encore que la droiture avait un sens, même dans un monde qui semble parfois l'oublier. Ferrat n'a jamais cherché à régler ses comptes en public. Il n'a jamais donné de nom. Il n'a jamais utilisé sa notoriété pour humilier qui que ce soit. Au contraire, il a choisi de transmettre ce message en privé, à ceux qui savaient entendre, à ceux qui comprenaient ce qu'il avait forgé. Les 5 personnes auxquelles il pensait n'étaient pas importantes en tant qu'individus. Elles étaient importantes en tant que symbole. Ce qu'il voulait transmettre, c'était l'idée suivante: ne pardonnez jamais ce qui détruit votre confiance. Ne pardonnez jamais ce qui défigure vos valeurs. Ne pardonnez jamais ce qui nie votre humanité. Ce message, profondément personnel, devient universel à mesure que l'on comprend l'homme derrière l'artiste. Au terme de ce voyage à travers la vie intérieure de Jean Ferrat, une évidence s'impose. L'homme était aussi vaste, complexe et profond que l'œuvre qu'il nous a laissée. Ceux qui ne voient en lui qu'un chanteur engagé ne mesurent qu'une petite partie de ce qu'il fut réellement. Car Ferrat n'était pas seulement un artiste de conviction, il était un être humain forgé par l'histoire, habité par une morale inflexible, animé par un sens presque sacré de la vérité.
Ces chansons, parfois lumineuses, parfois déchirantes, parfois combatives, ne sont que la surface visible d'un cœur qui portait la mémoire des injustices, la fidélité aux disparus, la solidarité envers les opprimés et un amour immense pour la dignité humaine. Sa liste des 5 personnes qu'il ne pardonnerait jamais n'est pas, comme certains pourraient le croire, un acte de rancune ou d'amertume. C'est au contraire un miroir de son intégrité. Elle révèle un homme qui refusait les compromis faciles, qui exigeait de ses proches et de ses collaborateurs la même honnêteté qu'il s'imposait à lui-même. Elle montre aussi qu'il avait souffert de l'hypocrisie, de la manipulation, de la trahison des valeurs qu'il avait défendues toute sa vie. Souffert de voir que certains utilisaient son nom, son engagement ou même sa générosité pour servir des intérêts qui n'étaient pas les siens. Mais au-delà de ces blessures, ce que l'on retient de Ferrat, c'est avant tout sa lumière, sa capacité à transformer la douleur en poésie, l'indignation en art, la solitude en refuge, l'amour du peuple en chants inoubliables. Jusqu'à la fin, il resta un homme libre, digne, maître de sa parole. Il refusa de se livrer au spectacle de la confession publique. Il choisit au contraire une transmission intime, pudique, presque philosophique, nous dire, sans le dire pleinement, que la droiture est un combat quotidien, que la fidélité aux valeurs est une œuvre de toute une vie, et que le pardon ne peut être accordé sans vérité. Son départ a laissé un silence immense dans la culture française, mais c'est un silence habité, fécond, un silence qui parle encore. À chaque fois que l'on écoute « Que serais-je sans toi, ma France ?» aimé à perdre la raison, ou nuit et brouillard, on ressent cette présence discrète mais puissante, celle d'un homme qui n'a jamais renoncé à croire en la beauté du monde, même lorsque celui-ci lui faisait du mal. Jean Ferrat n'a jamais cherché la célébrité, il n'a jamais voulu être une idole. Pourtant, il est devenu un repère moral, une figure de résistance humaniste qui, encore aujourd'hui, inspire ceux qui refusent les injustices et qui continuent de croire qu'un artiste peut changer les consciences. Son héritage n'est pas seulement musical, il est éthique, philosophique, profondément humain. En évoquant les 5 personnes qu'il ne pardonnerait jamais, Ferrat ne nous demande pas de juger, il nous demande de réfléchir à ce que nous acceptons, à ce que nous tolérons, à ce que nous laissons passer au nom de la facilité. Et à ce que nous devrions, au contraire, défendre sans faiblir. Son message final pourrait se résumer ainsi. La vérité mérite d'être protégée, la dignité mérite d'être défendue, et certaines blessures méritent d'être nommées pour que la lumière puisse continuer d'exister. Aujourd'hui, en revisitant son histoire, nous ne faisons pas que raviver la mémoire d'un artiste disparu. Nous réaffirmons une manière d'être au monde, exigeante, droite, sincère. Une manière de résister à la médiocrité, à l'hypocrisie, à l'oubli. Ferrat nous lègue une conscience, un regard, une responsabilité. Chacun de nous, à sa manière, devient le dépositaire de cette fidélité essentielle qui a guidé sa vie. Si vous avez apprécié cet article, si vous souhaitez continuer à découvrir des analyses profondes, des récits inédits et des plongées dans la vie des grandes figures culturelles, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pourquoi vous abonner ? Parce que chaque semaine, nous publions des enquêtes exclusives sur les artistes et les personnalités publiques, des analyses détaillées de leurs œuvres, de leurs combats, de leurs zones d'ombre, des récits narratifs immersifs qui vous plongent au cœur de leurs histoires, des vidéos documentaires qui éclairent les grands moments de la culture française et internationale. Votre soutien est essentiel pour faire vivre ce travail journalistique exigeant, indépendant et passionné. Plus notre communauté grandit, plus nous avons la possibilité de produire des contenus de qualité, basés sur la vérité, la rigueur et le respect des artistes que nous étudions. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like, partagez nos vidéos. Ce simple geste nous permet de continuer à raconter des histoires qui comptent, à honorer la mémoire d'artistes comme Jean Ferrat et à donner une voix à ceux qui méritent d'être entendus. Merci de soutenir notre travail. Merci de préserver la culture. Merci de faire vivre la mémoire de ceux qui ont changé le monde par la poésie, la musique et la vérité.